Donc, avec Dominique, nous avons choisi de parler de 4 zones, comme il dit, qui mélangent la haute mer et la haute montagne. Voilà. Donc, vous les voyez, et je vais descendre du nord au sud pour vous parler de ces zones. D'abord, pourquoi ces zones? Ça remonte au temps de ma jeunesse, à 25-30 ans. Je lisais Damien du Spitzberg Cap Horn, Two Against Cape Horn de Hal Roth, qui a parcouru les canaux de Patagonie avec son épouse, et puis plus récemment, les histoires du pôle avec Jean-Baptiste Charcot. Quelques citations dont vous connaissez peut-être, celle de Paul Coelho: si tu penses que l'aventure est dangereuse, essaie la routine, c'est mortel. Une plus connue qui est de Platon: il y a 3 sortes d'hommes, les vivants, les morts et ceux qui vont sur la mer. Et enfin, Rudyard Kipling, l'auteur de Kim: tout bien considéré, il y a 2 types d'hommes dans le monde, ceux qui restent à la maison et les autres. Alors, avant de partir dans ces zones où il fait froid, il faut se rappeler de quelques notions, en particulier ce qu'on appelle le chill factor, le froid ressenti. Là, vous avez un exemple: lorsqu'il fait froid, le vent aggrave la sensation du froid. Ainsi, avec une température de -5, associée à un vent de 40 km/h, c'est-à-dire 20 nœuds à peu près, vous aurez l'impression qu'il fait -14. Et donc, on n'est jamais, en naviguant, j'ai jamais eu plus de -15, mais parfois avec 10 nœuds de vent, 20 nœuds de vent. Donc, il faut bien se couvrir. L'autre élément qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, il ne faut pas tomber à l'eau. Votre durée de survie dans de l'eau à 0 degré, voire inférieure, elle est de 25 minutes maximum. Et vous voyez, au bout de 25 minutes, la récupération est incertaine. Bon, donc en fait, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, il faut qu'on vous récupère. Donc la seule façon de ne pas tomber à l'eau, c'est de s'attacher. Alors, quelques éléments de base, tous les marins reconnaîtront l'équipement de bague. Le doghouse, c'est ce qui permet de se protéger. Au lieu d'une capote en toile, c'est une capote fixe qui nous protège du vent, des embruns, des vagues. 2 annexes au moins, dont une semi-rigide, des moteurs puissants, hors bord de 15 à 20 chevaux, avec un réservoir indépendant, ce qui permet justement de faire un peu de distance. Les systèmes de navigation sont en double aussi, automatiquement, GPS, PC, cartographie en double, Navionics et Maxi, avec un répétiteur ou une tablette dans le cockpit. Au niveau de l'autonomie électrique, selon les bateaux, nous avions panneaux solaires, éoliennes, groupes électrogènes, et la plupart avaient un alternateur pour recharger la batterie moteur et un alternateur pour les batteries de service. Enfin, à titre individuel, j'ai expérimenté 3 couches de polaire, plus les cirés, bien sûr, des bottes fourrées, et surtout, que j'ai découvert dans ma dernière croisière, c'est les chaussons. Quand vous passez un mois sur un bateau au froid, c'est bien agréable d'enlever ses bottes et ses chaussures de bateau et de porter des chaussons. Autre élément, qui est point essentiel que l'on oublie souvent en termes de sécurité, c'est le mouillage. Chaque bateau avait 2 ou 3 ancres, 2 ancres choc de charrue, type CQR de 30 kg. Rockna, vous en avez un exemple en bas à droite, 33 kg, avec un arceau qui empêche l'ancre de se retourner, minimum 100 mètres de chaîne, et en plus, vous allez avoir sur la photo de gauche des rouleaux qui comportent chacun 200 mètres d'ossière, donc 2 à l'avant, 2 à l'arrière, pour s'amarrer sur les rochers. Et donc, pour s'amarrer sur les rochers, il faut aussi des anneaux en câble d'acier. Je rappelle aussi qu'il faut mouiller 5, 7 fois, 10 fois la hauteur d'eau. Dans les écoles de voile, on enseigne 3 fois la hauteur d'eau, ce qui est une aberration. Vous voyez qu'avec 3 fois la hauteur d'eau, la tenue de l'ancre est de 40%, à 5 fois 70% et à 7 fois 85%. Et bien souvent, là où nous étions, nous mouillions entre 7 et 10 fois la hauteur d'eau. En communication, les outils classiques qu'on trouve sur un navire de haute mer, la VHF ASN, une VHF portable pour pouvoir communiquer entre le bateau et l'annexe lorsqu'on fait les mouillages et lorsque l'équipage est à terre, un téléphone satellite pour charger les fichiers météo, et puis un AIS pour savoir qui est autour de vous. Autre élément essentiel, c'est le chauffage. Bon. Selon les bateaux, ça a été très variable. Ils avaient tous le poêle réflexe, qui est un poêle qui fonctionne au gazole,
mais qui fonctionne lorsque le bateau est stable à l'arrêt. Bon. Donc, il y a des bateaux où on se levait le matin, il faisait 10 degrés dans le voilier. Après, quand le poêle se met à fonctionner, on monte facilement à 16, 17, et donc ça nous paraît de très grand confort. Et j'ai eu deux bateaux qui avaient un chauffage central, l'un avec un Webasto à gazole, assez classique également, et le dernier sur lequel j'ai embarqué, un vrai chauffage central à l'eau avec des radiateurs, avec une chaudière comme à la maison. Alors, je démarre avec, du nord au sud, le Spitsberg, qui est une île de l'archipel du Svalbard, donc croisière que j'ai fait en juillet 2010. Le Spitsberg, comme vous le voyez, il se trouve à mi-chemin entre Tromsø, qui est l'une des villes les plus nord de la Norvège, et puis le pôle Nord. On est à 600 000 du pôle Nord et 600 000 de Tromsø. Alors, vous ne le voyez peut-être pas très bien, j'ai essayé de mettre le parcours, un peu moins de 300 000. On a fait le parcours en partant de Longyearbyen, donc sur l'Isfjorden, et en remontant sur la côte ouest jusqu'au nord. On est passé à 79 degrés 51 nord. Nous avons fait donc différents mouillages dans les différents fjords où nous sommes passés. Longyearbyen, c'est une petite ville de 2300 habitants, 78 degrés nord. J'avoue que j'ai débarqué à Longyearbyen après 15 jours de croisière GIC sur Tromsø-Bodø. Et j'ai passé 2 jours et j'avais l'impression d'être au milieu de nulle part et dans un univers de rochers. Et donc, c'est une ancienne ville d'extraction minière. Alors, juste un petit mot d'histoire. J'aime bien regarder aussi quand je navigue, ne voyageons pas idiots. C'est William Barents qui a découvert le Spitsberg en 1596 lorsqu'il a fait ses tentatives. Il a fait 3 tentatives de passage du nord-est, donc par le nord de la Sibérie. Bon. Et à la 3e tentative, le bateau a été écrasé par les glaces. Et donc, il y a juste quelques-uns qui ont survécu et Barents est décédé. Et ensuite, l'île de Spitsberg servit de refuge à tous les baleiniers. C'est en 1906 que John Longyear, donc un ingénieur américain, créa la ville pour y créer une cité minière et exploiter les mines de charbon. D'où Longyearbyen, donc la ville de Longyear. Et en 1920, donc, les Norvégiens ont repris possession de leur souveraineté sur l'île. Le Spitsberg a servi de base de départ à Roald Amundsen pour aller vers la conquête du pôle en 1911. Donc, vous voyez, c'est quand même un coin où il s'est passé bien des choses. Alors, le voilier sur lequel j'étais, c'est Southern-Star. C'est un côtre en coque alu, 23,70 m de long, 5,60 m de large, un tirant d'eau variable, un moteur General Motors de 160 chevaux, 2000 litres d'eau, 2000 litres de gazole, un déplacement de 45 tonnes. Le skipper propriétaire, c'est Olivier Pitras. Olivier en a fait son métier depuis très longtemps. Il a d'abord navigué dans les canaux de Patagonie, ensuite en Alaska, et il a passé pas mal d'années justement au Spitsberg, et maintenant il est repositionné sur la Norvège. C'est un bateau qui a été construit pour le patron de la NASA. C'est un magnifique bateau. Alors, quelques exemples de l'aménagement. Vous avez une cuisine qu'on trouve un peu systématique dans les bateaux, qui est bien protégée. On peut travailler puisqu'il y a 3 côtés, on se coince sur 3 côtés. L'outillage indispensable au Spitsberg, c'est obligatoire. Le gouverneur de Spitsberg, il y a une déclaration au gouverneur pour aller là-bas, c'est le fusil et le pistolet lance-fusée. Il faut se protéger des ours qui peuvent vous attaquer et donc il faut être prudent et être équipé en ce sens. Alors notre premier mouillage, c'est Trigangma, c'est dans l'Isfjord, juste un peu à une vingtaine de nautiques de Longyear. Et là, il nous est arrivé une mésaventure pour le premier mouillage. Le mouillage où le chef de bord voulait aller était occupé par un autre bateau. On est allé un peu plus loin, on a mouillé, on a débarqué, on est parti faire notre balade pendant 3 heures. Et au retour, j'ai été le premier à voir, comme réflexe de chef de bord, le bateau n'est plus au même endroit. Bon,
Et effectivement, le bateau avait dérapé. Et heureusement, il y avait une personne à bord. On laisse toujours une personne à bord qui s'en était pas du tout aperçue. Et donc, quand on a remonté l'ancre, effectivement, on avait mouillé dans un tas d'algues. Et donc, le mouillage, c'est un élément essentiel dans toutes ces zones où c'est parfois difficile de trouver le bon endroit. Alors, nous remontons le long de la côte ouest, et donc on passe le Forlandssundet avec les îles du Prince Karl qui sont sur bâbord. Et nous allons faire une série de glaciers, de mouillages devant les glaciers. Donc, vous voyez le Dalbrin qui est là. Alors, au passage, vous notez les qualités de ce bateau avec des passes avant qui sont bien protégées, où on se sent parfaitement en sécurité. Dans le glacier d'Albrin, on voit le bateau au fond. Là, on a débarqué sur la plage en face. Et nous arrivons au nord, à Olmiabukta. Et là, on a un paysage magnifique d'un couple d'ours avec son ourson qui sont en train de se régaler d'une carcasse de baleine. Alors, je précise que toutes les photos sont des photos personnelles que j'ai prises au cours de ces différentes croisières. Et ensuite, nous revenons donc dans les différents fjords avec les différentes baies. Et ce que j'aime en bateau, et ça c'est le montagnard, c'est monter au sommet d'une colline pour voir son bateau de haut. Et donc, dans le Surgatet, donc là, on est monté à 300 mètres sur les névés. On se trouve en juillet, donc la neige a déjà bien fondu. Le Spitzberg se trouve libéré de la glace à partir du 15 juin. Le glacier Wagonwag, une vue des bateaux, donc on débarque avec les brassières. Le premier qui débarque, le premier jet débarque avec le fusil et les lance-fusées. Trinity Amna, un autre mouillage. Dans le Kongsfjord, London, une toute petite baie semi-circulaire qui est en fait une ancienne mine de granit où on trouve les anciennes chaudières, l'ancien système de chèvres pour débarquer les pièces de granit sur les bateaux. Donc, c'est totalement abandonné, rouillé. Et puis, nous continuons à marcher. Donc, on voit la seule population qu'on croise, ce sont des rennes, quelques rares rennes qui viennent nous voir. Et puis, comme c'est le début, ça a dégelé depuis à peu près 3 semaines. On commence à voir réapparaître un peu de végétation. Le Kongsbreen, là, c'est comme tous les autres glaciers. Et donc, on voit bien que le réchauffement climatique, ce n'est pas une illusion. Le glacier a reculé de 2000, pratiquement donc 4 km par rapport à la carte norvégienne de 1966. Bon. Et bien souvent, on est mouillé sur la moraine du glacier, en fait. On est mouillé quand on est sur la carte, on est mouillé sur le glacier. Après, heureusement qu'il y a les cartes électroniques, mais et on voit très bien, quand on arrive on se rapproche du glacier, on passe la moraine finale, et donc les fonds remontent, on passe de 100 mètres tout d'un coup à 5 mètres, et puis après, ça redescend. Un des derniers glaciers auxquels nous irons, c'est l'Esmarbreen, qui est pratiquement en face de Longyearbyen. Et donc, nous allons aussi la débarquer en face et monter sur la moraine. En fait, c'est que du caillou quand même. Donc, c'est un univers assez rocheux, rocailleux, parfois très humide, donc, puisque le dégel fait que la terre est très, très, très humide. Voilà pour ce premier jet sur le Spitzberg. Oui, bonjour. Pourquoi 2 annexes? Tout en double, parce que s'il y en a un qui fonctionne pas, quasiment tous les bateaux sur lesquels j'ai embarqué avaient tout en double. C'est la même chose pour les voiles, toutes les voiles étaient en double, et même la plupart des cordages aussi en double. Eh bien, j'enchaîne cette fois-ci en Alaska. Donc l'Alaska, j'ai fait un convoyage avec un propriétaire
qui est devenu un ami, que j'ai connu juste 2 mois avant de partir. J'aurais bien aimé le connaître un an auparavant, puisqu'il a laissé son bateau à King Cove après avoir fait le passage du Nord-Ouest. Donc Marc connaît bien. Donc vous voyez que la péninsule d'Alaska donc se raccroche à l'Alaska et est prolongée par les îles Aléoutiennes et sépare le golfe d'Alaska du détroit de Bering. Et donc, quand on fait le passage du Nord-Ouest, on termine au mois de septembre en général. Et donc là, vous avez le choix soit de tourner à droite en passant l'Unimak Pass vers Dutch Harbor, ou bien de tourner à bâbord et de remonter soit sur King Cove, soit sur Sandpoint. Là, il s'est mis à King Cove, ils ont été pris par un coup de vent de force 8 et ils étaient bien contents de se mettre au port. Leur Best Explorer, c'est un côtre en acier. Côtre, ça veut dire 2 voiles d'avant, un Yankee et une trinquette, 15 mètres, 4,50 m de large, un tirant d'eau variable également, 25 tonnes, 1600 litres de réserve d'eau, 1800 de diesel, un moteur Mitsubishi de 95 chevaux, un générateur, 2 alternateurs, et donc c'est Nanni Acquarone, donc, qui a été le premier Italien à faire le passage du Nord-Ouest. Et avec lui, je continuerai toute la côte en fait du Canada, Vancouver, San Francisco, le Mexique, jusqu'au Galapagos. Donc, vous voyez l'intérieur du bateau. En haut à gauche, vous retrouvez une cuisine, petite cuisine également, donc entourée sur 3 côtés, donc bien protégée. Un accès au pont assez vertical, une table octogonale le carré. Et donc, dans tous ces voiliers d'expédition, vous allez trouver une très belle bibliothèque pleine de récits de navigation à droite ou à gauche. Et ici, c'était ma cabine, donc une cabine, donc 2 couchettes simples superposées. Et comme nous étions 4 à bord, dont 3 membres du GIC d'ailleurs, donc on avait chacun notre cabine indépendante. King Cove, c'est une bourgade de 800 habitants. En fait, c'est un port. Les chalutiers ont fini. Donc la pêche se fait de novembre à mars. Et donc tous les bateaux sont au port, ce qui fait qu'on n'a quasiment pas rencontré de bateaux. Donc vous voyez, il y a tous les casiers de homards, il y a une petite église et puis le supermarché du coin. Donc on sort, King Cove se trouve sur Cold Bay, donc on a un vent du nord. Donc déjà on est tout de suite dans l'ambiance puisqu'on a un ressenti à moins 10 degrés. Et c'est la première croisière en fait. Non, c'est pas la première mais j'ai vraiment eu froid. Alors, la péninsule d'Alaska, c'est une péninsule volcanique. En fait, il y a toute une série de volcans. Et donc, le premier que l'on aperçoit en quittant King Cove, c'est le Pavlov, qui fait entre 2500 et 3000 mètres. Et voilà, donc le seul bateau qu'on ait croisé, c'est un bateau du service océanographique américain que l'on a croisé. Autrement, on n'a vu aucun bateau ni aucun voilier. Là, on a au large des Shumagin Islands, 30 nœuds de vent de nord-ouest. Bon, ben, effectivement, le ressenti, il est à moins 20 et j'ai un souvenir de la nuit passée en mer plutôt froide. On a croisé plusieurs fois des baleines à bosse. Là, c'est dans l'Iliassic Passage, un petit peu plus loin des Shumagin. Donc, on s'arrêtait pour observer les baleines. L'archipel des Shumagin, qui est composé de plusieurs îles. Et on arrive donc entre Pavlov et Popov, qui est l'entrée ouest de Sandpoint, après avoir parcouru 80 000. Donc, vous voyez, là, il est 22h45, il fait encore, la nuit n'est pas encore complètement tombée. Alors, Sandpoint, c'est pareil, c'est un port. Là, il y a beaucoup de chalutiers donc, qui sont à l'eau, sur des pontons. Il y a 1000 habitants, donc c'est vraiment le trou paumé. Il fait grand soleil, mais il fait quand même moins 10. Alors, vous voyez, en haut à droite, vous avez un bateau qui est sur le terre-plein. Vous voyez les hélices, combien elles sont carénées et le dimensionnement des gouvernails, parce que ce sont des bateaux qui naviguent en hiver au moment où il y a pas mal de glace dérivante. Donc, il faut que tout ça soit bien protégé. Et on a réussi quand même à trouver le Drunken Sailor Saloon,
pour aller prendre un café. Nous sortons toujours de l'autre côté, côté est, donc toujours l'archipel des Shumagin, donc grand beau temps. Et nous allons remonter, passer le Shelikof Strait. On passe le long des Chirikov Islands pour aller sur Kodiak, l'île de Kodiak, où nous allons aller. Ensuite, nous remontons sur Afognak et ensuite, nous montons plein nord sur la péninsule de Kenai, qui est au sud d'Anchorage, où se trouve un certain nombre de glaciers, jusqu'à Seward, qui est notre destination. Là, nous arrivons à Kodiak. Le temps est assez couvert, mais c'est un petit port et une ville, une petite ville assez agréable. Donc, il doit y avoir 6 ou 8 000 habitants. Donc, des maisons peintes de couleurs, et puis on retrouve un cimetière orthodoxe, une église orthodoxe. Le magasin d'armes, eh bien, on est aux États-Unis, donc les armes sont en vente libre. Et donc, comme c'est The Last Frontier, là, vous avez une image, donc il y a dans le magasin, vous avez tous les tribus de chasse. Et là, c'est la dernière photo qui est prise en 2013, au moment où nous y étions, de 2 Américains qui viennent d'abattre un grizzly de Kodiak. Grizzly qu'on retrouve en tapis de chambre, en tapis de salon. Et là, on se trouve dans la maison d'Alexander Baranov. Alors, un peu d'histoire aussi. C'est en 1741 que Vitus Bering, qui est un Danois, qui est au service du tsar de Russie, donc on lui a demandé d'explorer un peu le Kamtchatka, puis l'Alaska, et de savoir si les 2 continents étaient reliés ou pas. Donc, dans sa première expédition, il comprend que les 2 continents, en Russie et puis ce qu'il y a à l'autre côté, c'est séparé, d'où le détroit de Bering, qui sera donné bien après sa mort. Lors d'une 3e expédition, il découvre les îles Aléoutiennes et l'île de Kodiak. Bon, alors là, il y a toute une aventure passionnante que je n'ai pas le temps de raconter. Donc, ils partent à 2 bateaux, le Saint-Pierre et le Saint-Paul. Ils se perdent rapidement dans la brume. Bering essaye de collecter le plus de matériaux, d'animaux, etc. Et il perd du temps et quand il prend la route pour le retour, il se fait prendre par le très mauvais temps et ils échouent sur une île aléoutienne complètement perdue. Et de là, quelques-uns, donc un certain nombre de marins vont mourir du scorbut. Et Vitus Bering va mourir également, mais il va mourir de froid, de mort naturelle. Bon. Et c'est Chirikov qui va avoir les honneurs, Chirikov qui réussit à revenir, qui va avoir tous les honneurs à la cour de Saint-Pétersbourg. Bon. Les Russes ouvrent à ce moment-là, à Kodiak, le premier comptoir russe en 1793. Donc, est confié à Alexander Baranov, et il crée la Russian American Company. Et donc, il y a des centaines de navires baleiniers qui font escale. Les Russes viennent chasser la loutre de mer. Des milliers de loutres et centaines de milliers de loutres sont massacrées et ils deviennent riches. Pour terminer, le tsar Alexandre II, en 1853, après la guerre de Crimée, la Russie est endettée, n'a plus d'argent, et le tsar décide de vendre l'Alaska. Et donc, c'est le sénateur américain Seward qui pousse le projet en ayant une vision géopolitique de dire il faut unifier l'ensemble de l'Amérique du Nord. Il se bat bien au Congrès, puisque personne n'est intéressé par ces terres désertes. Il réussit à l'acheter donc en 1867. Et donc, quelques années plus tard, c'est 1896, la découverte de l'or au Klondike, puis ensuite, au XXe siècle, le pétrole. Et donc, cette terre qu'on a rachetée, qui était soi-disant une folie, est devenue quelque chose d'intéressant pour les Américains. Alors, on navigue en fait sur donc une zone volcanique
et au-dessus d'une faille sismique. D'ailleurs, en 1964, c'est un des plus grands séismes qui existait de magnitude 9,4, 9,2 qui frappa Kodiak. Et on a vu des photos où les navires se trouvent 30 mètres au-dessus de la mer. Nous repartons vers le nord. Donc là, effectivement, il fait beaucoup plus doux. On est déjà à plus à température positive, plus 5. Nous allons vers Afognak. Et nous avons beaucoup de mal à trouver un mouillage. Et finalement, on décide de mouiller dans l'entrée d'une rivière où je vais porter l'ancre sur la rive en face et nous allons attacher nos 2 haussières arrière sur des troncs d'arbres. Donc voilà, on a le spectacle d'une loutre qui a été énormément chassée au 18e. Nous traversons pour aller sur la péninsule de Kenai. Et donc, nous allons d'abord sur Picnic Bay, puis ensuite sur Quartz Bay, et, vous voyez, et ensuite MacArthur. Là, on voit que ce sont une série de petits fjords extrêmement découpés, extrêmement entourés de récifs. Mais la difficulté, c'est de trouver le bon mouillage, puisque vous avez dans beaucoup d'endroits 25, 30 mètres, 40 mètres de fond. Donc ici, nous sommes au mouillage donc à Quartz Bay. Nous avons trouvé un mouillage par 5 mètres sur fond de vase. Et donc, il faut chercher la petite plage qui va bien. Et donc, on voit, là, vous voyez 2 exemples de plages, de vases. Vous êtes sûr de trouver un fond de vase et nous mouillons dans 10 mètres, 5 à 10 mètres d'eau. MacArthur Pass. Donc, nous sommes plongés dans le brouillard. C'est une passe qui est étroite, mais bon, sans aucun problème. Il y a un courant de marée, donc il faut connaître un peu sa marée. Un courant de marée de face à marée montante de 3 nœuds. Donc, il faut choisir son moment. Et puis, nous allons dans un autre fjord, vers le glacier Holgate, que nous approchons. Et nous naviguons donc dans ces glaciers, tous ces glaciers, ce qu'on appelle les glaciers vels, c'est-à-dire que le glacier, il est vivant, il pousse en avant, et donc il y a des séracs qui tombent régulièrement dans la mer, dans un bruit terrible, et qui se cassent en morceaux. Donc là, il faut avancer lentement, pas de marche arrière parce que votre hélice, nous n'avions pas d'hélice carénée, et donc restez prudent. Et nous remontons, nous rentrons dans Resurrection Bay, qui conduit à Seward, et au loin, on aperçoit un glacier qui se jette dans la mer. Et nous arrivons donc à Seward, qui est la première marina que nous trouvons avec des voiliers. Alors bien sûr, les Américains ne chassent pas, il n'y a pas que l'ours, ils vont pêcher le halibut. Et vous voyez, là, il y a un groupe d'Américains qui posent devant le résultat de leur pêche. Et ils vont dépecer, donc nettoyer ces poissons, les congeler et ramener tout ça au Nebraska. Voilà. Et donc notre croisière se termine et donc je prends le train vers Anchorage, donc une voie ferrée unique qui est à moitié le long dans la neige et on voit les forêts dévastées par le fameux tremblement de terre. Voilà, deuxième croisière. Eh ben, on va passer au sud et on va dans les canaux de Patagonie. Donc en mars 2010, donc il y a un peu plus de 10 ans. Et là, je vous montre une photo du canal Beagle par 45 nœuds de vent de sud-ouest et un ressenti à -20. Et je peux vous dire, c'est comme ce que j'ai expérimenté en Alaska, quand le vent, là, c'était du vent de nord-ouest qui venait du détroit de Bering, qui était encore pris par les glaces. Ici, on sent que ça vient de l'Antarctique et vous sentez que c'est vraiment un froid glacial. Alors, les canaux de Patagonie, la Tierra del Fuego, sont essentiellement sur territoire chilien. L'Argentine, vous voyez, l'Argentine, c'est le quart nord-est, pardon. Il y a l'Argentine qui délimite avec et sa frontière sur le canal Beagle. Et donc, il faut aller à Puerto William, qui se trouve sur l'île de Navarino, pour aller faire la douane et ensuite repartir visiter les canaux de Patagonie. Alors là, j'ai essayé sur une carte papier de dessiner un peu le parcours que nous avons fait, les différentes baies, les fjords qui aboutissent sur des glaciers et nos différents mouillages. Voilà.
De où es-tu parti? On part d'Ushuaïa, qui est à droite, là. Mhm. C'est le seul port. Alors, il n'y a rien. Le reste, il y a rien. Ushuaïa est le seul port à peu près correct. Vous verrez, Puerto William, ça s'appelle un port, mais c'est aussi minuscule. Et donc, tout le reste, c'est des mouillages. Vous êtes en fait dans toutes ces zones dont je parle, vous êtes en autonomie totale, hein. Donc, il faut savoir que voilà, c'est pour ça qu'on a des réserves d'eau, de gazole, de nourriture. Je ne vous ai pas parlé du nombre de kilos de nourriture que nous avons à bord. Nous sommes en autonomie pour un mois, quoi. Donc, alors voilà Ushuaïa. Donc, alors nous sommes en été austral, à la fin de l'été austral. Donc déjà, la neige a bien fondu. Ushuaïa, c'est une ville assez importante. On est assez surpris parce que c'est même une ville très touristique avec des belles boutiques de matériel de sport, le Nec Plus Ultra. Alors, quelques mots d'histoire là aussi. Donc, la Patagonie, ça a d'abord été peuplé par des indigènes, les Yagans et les Alakalouf, qui étaient des pêcheurs nomades qui vivaient à moitié nus avec des peaux d'animaux et qui trimballaient sur leurs petits canots en cuir leur feu qui était au centre du bateau. Et c'est pour ça qu'en 1520, Magellan, qui arrivait par là, a vu tous ces petits feux sur l'eau et l'a appelé la Terre de Feu. Voilà. Les Amérindiens ont quasiment tous disparu du fait à la fois des génocides, des maladies importées par les colons, de l'alcoolisme et puis de la confiscation de leurs terres. Et quand on était à Puerto William, il y avait la dernière femme à la Calouf qui vivait à Puerto William. Alors là, je vous parle du bagne d'Ushuaïa, qui a été créé en 1904 et qui a fermé en 1947. Et donc, on a visité la prison d'Ushuaïa, beaucoup de prisonniers politiques. Et puis en bas, vous avez un petit train qui, donc, à l'époque, n'était pas fermé, qui était ouvert, qui emmenait les prisonniers pour aller couper des arbres. Et on voit ces troncs d'arbres qui sont taillés à 60 cm du sol parce qu'ils taillaient à hauteur de la neige. Et donc, ça servait à la fois à construire les baraquements à Ushuaïa et à la fois à se chauffer. Donc voilà, une vue typique de ce que l'on voit des arbres couchés par le vent. Alors là, j'embarque sur Paradise, qui est un sloop en alu, légèrement moins de 20 mètres, 3,20 mètres de tirant d'eau, 28 tonnes, un moteur Perkins et skipper propriétaire Arnaud Dallène, paix à son âme, puisqu'il y a 2 ans, il est passé par-dessus bord et s'est noyé. Alors, ce bateau n'était pas du tout prêt pour naviguer dans ces eaux-là. C'est vrai qu'avec mon ami Gunther, nous avions repéré ce bateau à Saint-Malo, qui venait d'être acheté en Méditerranée, et le bateau n'était pas du tout armé pour naviguer dans les canaux de Patagonie. Bon. Néanmoins, on a fait une très belle croisière. Donc voilà, un carré sympathique avec une bibliothèque, et se trouve dans cette bibliothèque, bien sûr, quelques livres connus de Jean Raspail ou de Francisco Coloane. Alors, on le verra aussi pour l'Antarctique, on avait notre carcasse de mouton qui est au frigo, puisque comme il fait froid, il suffit d'envelopper la carcasse pour la protéger des oiseaux, mais on va en couper un morceau de temps en temps. Alors, Puerto William, donc, c'est là où il faut faire la douane pour rentrer au Chili, et se trouve le Micalvi, qui est le dernier bar avant le Cap Horn. Donc, avec mon ami Gunther, on y a pris quelques pisco sour, et j'ai même eu le plaisir de danser avec Isabelle Autissier dans ce bar du bout du monde où se retrouvent les marins et les aventuriers de ce coin de la Terre. C'est bien. C'est du beau. Eh ouais. Et nous repartons donc vers l'ouest, vers la baie Yandegaia. Donc, ce qui est magique, c'est la pureté de l'air et les couleurs du ciel. Donc voilà la baie Yandegaia. Et un matin, effectivement, le baromètre se casse la figure et on a l'impression de voir arriver des soucoupes volantes. Et en fait, c'est un très, très fort vent en altitude.
Et là, nous avons trouvé donc un endroit où on pouvait louer des chevaux et on est parti faire au galop une belle balade d'une demi-journée dans la pampa du coin jusqu'au pied de la cordillère Darwin. Et là, j'aurai aussi d'autres histoires à parler, mais bon, c'est une autre aventure. Alors, on avait un casier et donc on pêchait nos petits crabes, les santolas, et donc qu'on faisait bouillir comme nos crabes chez nous. Pour la particularité, c'est qu'ils ont une carapace qui est extrêmement molle, et donc il n'y a pas besoin de pince pour les casser. La Caletaola, qui est une très belle baie semi-circulaire aussi, qui est bien protégée des vents d'ouest. Alors, dans tous ces mouillages, on est mouillé, pareil, ici, 100 mètres de chaîne dans 10 mètres d'eau, et puis 2 haussières arrière. Là, nous explorons les différents petits fjords où les glaciers viennent tomber et voler. Donc, nous sommes dans le Cénopia. Donc voilà, donc le glacier pousse et les séracs tombent et donc on se retrouve avec de la glace flottante. Ensuite, on arrive proche de la baie Cook qui donne sur le Pacifique. Donc on a traversé la pointe sud de l'Amérique latine. Et on prend le canal Merino qui s'appelle un canal mais qui est en fait un bras de mer qui passe entre plusieurs îles. Et donc là, c'est une belle journée, petit temps, et par contre, on est suivi par des dauphins. Donc, on a une magnifique vue de dauphins qui sautent hors de l'eau. On a l'impression d'avoir des poissons volants. Et nous allons dans les Cripes Coloane, donc au pied du glacier, et voir le paysage vu d'en haut. Voilà, nous sommes donc derrière une petite île, donc on voit une des haussières sur un îlot, une autre haussière sur un autre rocher, et puis 2 haussières. Là, cette fois-ci, et 2 haussières derrière. Je pense qu'on est ancré avec deux haussières à l'avant et 2 haussières à l'arrière. Alors pourquoi on a cette toile d'araignée pour nous immobiliser? C'est qu'effectivement, il y a d'abord les vents catabatiques qui descendent des montagnes, qui préviennent pas, donc c'est extrêmement violent. Et comme on l'a vu tout à l'heure, on avait 45 nœuds. Donc, on peut avoir 45 nœuds. Et donc, il vaut mieux être bien amarré. Glacier Fouque. Donc, on fait un peu le tour des glaciers. On revient à la Caletaola, se faire une balade, mais c'est extrêmement détrempé. On a l'impression que personne n'est passé par là depuis des années. Beaucoup de mousse, 30 cm de mousse. Et c'est magnifique. Et on a la chance, en revenant sur Ushuaia, de croiser un groupe de 6 ou 7 grands voiliers sud-américains qui font le tour de l'Amérique latine par le détroit, par le canal Beagle. Et donc, on trouve le Sagres du Portugal qui se trouve là. Donc ça, ce sont des photos certainement extrêmement rares parce que prendre des grands voiliers dans le canal Beagle sous les glaciers, ça doit valoir cher. Et puis, nous repassons le récif des éclaireurs qui est en face d'Ushuaia pour aller faire la douane et revenir à Ushuaia. Voilà. Donc là, j'en ai fini sur les canaux de Patagonie et je vais attaquer la plus belle des croisières qui est l'Antarctique. L'Antarctique, donc c'est la croisière la plus récente. Attends, nous avons une question de Michel Anta. J'ai une toute petite question technique. Quand vous vous amarrez à terre, puisque vous le faites très souvent, au bout du câbleau, vous mettez quoi? Un câble, une chaîne pour protéger l'extrémité? Alors, tout dépend. Soit on s'amarrait sur un tronc d'arbre, donc un tourmort de demi-clé, soit on se met sur un caillou, sur un rocher, et donc là, on a des câbleaux qui sont soit prémontés, soit que l'on donc attache avec des mousquetons, et on entoure le rocher avec ce câble, et ensuite on amarre l'ossière sur le câble. Merci. Tu n'as pas fait le Cape Horn quand tu as fait le canal de Beagle? Non, non. Malheureusement, selon le skipper, bon,
on est parti trop tard de Puerto William. Il y a un autre voilier qui est parti, il y avait 30 nœuds de vent, il a réussi à partir. Et à 35 nœuds de vent, les Chiliens ont fermé le port. Donc, fermé, ça veut dire interdiction de sortir. Et donc, notre skipper nous a dit, oh, le Cap Horn, vous savez, c'est un vulgaire rocher. Voilà. Bon, donc on a été très déçus. Ah, d'accord. Bon. Ouais, oui, c'est comme ça. Merci. Oui, Bernard, tu es parti à quelle époque? J'imagine que c'est en été. Et c'était en février-mars, en janvier-février? Je suis parti en mars. C'était la fin de l'été austral. Oui, d'accord. Donc en toute Oui, fin de toute d'été. façon, dans cette zone-là, donc l'Antarctique, c'est pareil. Tu peux partir à partir du 1er décembre jusqu'à fin mars, quoi, à peu près. D'accord. Merci. Voilà. Oui, non, juste, enfin, je pense que, parce qu'on s'est fait avec Bruno et un certain nombre de gens, on s'est fait une virée, Ushuaia, Puerto Williams, on a viré le Cap Horn et on s'est fait un tour dans le canal de Beagle et j'invite tout le monde que si vous avez l'occasion, allez-y, c'est vraiment grandiose. Voilà. Et juste, il y a un fanion du GIC qui est sur le Micalvi, qui est dans le Micalvi, qu'on avait déposé, qu'Hervé avait mis. Ah, c'est Hervé. Ah, bah oui. Ah. Ah bah Hervé. Avec le drapeau, avec le pavillon breton, j'imagine. Je sais plus. Le Guanadou. Voilà, juste. OK. Merci. Donc l'Antarctique, c'est tout récent, puisque c'est janvier-février 2020. Là également, c'est à l'initiative de mon ami Gunther, qui est chef de bord au GIC. Donc, c'était pareil pour les canaux de Patagonie, qui m'a sollicité de se joindre à cette expédition qui était Voile et montagne. Bon. Et donc, j'ai un peu hésité au départ, puisque j'avais arrêté la haute montagne. Et finalement, je n'ai pas regretté de venir. Donc ici, vous avez… voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, parce que moi, j'ai un bandeau au-dessus, mais bon, Oui. ça doit… Oui, on voit très bien. D'accord. Donc là, on est donc sur donc le voilier sur lequel nous embarquons, c'est la goélette Vailleret, qui a un déplacement de 55 tonnes, 2000 litres d'eau, 6000 litres de gazole, 2 moteurs, et c'est Éric Dupuis qui en est le skipper propriétaire. Et c'est un bateau sur lequel nous étions amarrés à couple en 2010, en fait, avec Paradise. Et j'avais discuté à l'époque avec Éric, j'avais vu le bateau et je m'étais dit, si je reviens dans ce coin-là, ça sera sur ce bateau. Bon. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir réembarquer. Et c'est le bateau, de tous les bateaux sur lesquels j'ai navigué, qui est le mieux équipé en termes de sécurité, en termes de confort. Si vous avez l'occasion d'aller dans ces eaux-là, eh ben, allez avec Éric, qui est d'abord très compétent, très sympa, et un bateau tout confort. Alors, on retrouve voilà, un exemple de la vue du bord, donc un très grand carré avec une table qui peut recevoir 10-11 personnes. On était 11 à bord, je crois. Un exemple de couchette, ben là, c'est la couchette que je partageais, la cabine, la couchette superposée que je partageais avec mon ami Gunther. Là, vous avez la soute avant avec un moteur hors-bord de 15 chevaux et des réserves de cordage. Et puis, on a fait de la place pour mettre nos skis de randonnée. Et puis, dans l'entrecabine, vous avez les rangements des bottes et des cirés et des brassières. Donc, on avait chacun nos brassières à notre nom et en récupérer. Ça n'a pas empêché que pendant la traversée, c'est la première fois que ça m'arrive, quelqu'un me prenne ma veste de ciré et ma brassière. Donc, il y avait un équipage plutôt de montagnards et pas de marins dans l'équipage. En fait, à part les professionnels qui étaient là, il n'y avait que Gunther et moi qui étions expérimentés. Tous les autres, c'était des montagnards. Alors, pour aller en Antarctique, il faut traverser le détroit du Drake qui fait 600 000 entre le Cap Horn et puis la péninsule antarctique. Et donc, vous voyez un petit peu, on est sorti tranquillement du Beagle. On est allé mouiller dans une île à la sortie du Beagle.
pour choisir le bon créneau météo et passer entre deux dépressions, trouver le bon moment. Et on a traversé, atterri sur les îles Anvers, et donc on est passé au large des Shetland du Sud. Dans la traversée s'est fait assez rapidement, à 10 nœuds de moyenne. Au départ, on avait un vent de ouest-nord-ouest, puis qui a basculé est-sud-est, 30-35 nœuds, des creux de 5 à 7 mètres. On avait la misaine à 2 ris, donc effectivement, c'était une goélette. Donc, vous avez le grand mât, la grand voile, le grand mât sur l'arrière, la misaine qui est sur l'avant, et puis vous avez les 2 voiles d'avant, Yankee et trinquette. Donc là, on était sur misaine à 2 ris plus trinquette. Et bien évidemment, 90% du parcours a été fait en pilotage automatique. Et la magie démarre en fait à l'atterrissage sur l'archipel Melchior, où on commence à découvrir les montagnes enneigées et les îlots enneigés. Et on a la chance d'arriver par beau temps. On a eu un temps très couvert sur la traversée et une arrivée sur le soleil. Donc voilà, vous découvrez les paysages absolument fantastiques et merveilleux. Et nous allons mouiller dans un petit abri. On a un voisin. Et là, c'est pareil, eh bien, on se met en toile d'araignée, l'ancre avant, 2 haussières sur des rochers à l'avant, 2 haussières sur les rochers à l'arrière. Donc, on est bien amarré. J'ai toujours pensé, je me dis, mais qu'est-ce qui va arriver si le glaçon là-haut qui commence à se détacher tombe? Bon, lui, ça doit faire une sacrée vague. Donc, on descend et on va descendre le chenal Neumayer avec du vent. Vous voyez qu'il y a du vent, mais on découvre voilà, tous ces glaçons qui sont taillés par la mer, par les embruns, par le vent. Et donc, on a des architectures absolument superbes. À quelle latitude es-tu à peu près? On est à 68. Ça va être marqué, je vais l'avoir plus loin, je pense. Alors voilà, on voit la carte ici sur la carte. L'atterrissage donc au nord entre l'île Brabant et l'île Anvers, donc le Melchior, donc l'archipel Melchior. Et nous allons descendre, donc vous voyez la flèche dans le sens, nous descendons le chenal Neumayer vers Port-le-Croix. Nous continuons vers Port-Charcot, vers Plénaud et vers Nasky. Et puis nous allons remonter par le chenal Le Maire, le canal de Gerlach, nous remontons sur Enterprise. Et puis, j'ai noté quelques sommets que nous avons fait sur ce coin-là. Alors, quand on parle de port, en fait, ça n'a rien d'un port, hein, c'est un mouillage. Alors, on va croiser des baleines, des orques, des lions de mer, on va croiser un certain nombre de… Il y a une vie animale assez riche là-bas. Voilà encore un iceberg magnifique. Et on va essayer de trouver des points pour faire nos randonnées à ski. Alors, toute la difficulté en Antarctique, c'est de trouver le point de débarquement. Puisque, en fait, vous avez des glaciers qui viennent à la verticale au bord de l'eau. Et ici, on a la chance de voir qu'il y a le mur vertical, il s'est écrasé. Et donc, il y a un passage, une montée à 45%. Et donc… là, il va y avoir toute une manip, c'est de débarquer en bottes, enlever ses bottes, mettre les chaussures de ski, et puis selon l'état de la pente, soit si la neige est fraîche, on va monter de front, chaussures dans la neige, soit on va mettre les crampons et piolets et on va monter dans la pente, ou bien si la pente n'est pas trop forte, on va mettre tout de suite les skis avec les couteaux. Voilà. Donc, la grosse difficulté, c'est de repérer les endroits où on peut débarquer, s'habiller sur le rocher et monter. Donc, vous voyez, alors, il y a un premier canot qui débarque les skis, un deuxième qui arrive avec les sacs où se trouvent nos chaussures de ski. Et puis, ici, on monte avec les skis, on monte en chaussures dans la neige avec les skis sur l'épaule. Alors, c'est là le spectacle magique de combiner la montagne, le ski de montagne et le bateau. C'est qu'on voit son bateau vu d'en haut et qu'on redescend, une fois qu'on est monté, on redescend dans la neige directement vers la mer.
c'est assez magique. Alors, un petit extrait de carte. On voit le chenal Le Maire sur la droite. Et puis, on va prendre un petit chenal latéral pour aller sur Port-Charcot, donc effectivement, qui est un mouillage. Port-Charcot, c'est le lieu où, en 1905, Charcot hiverna avec le voilier Le Français. Et ensuite, nous ferons le tour, nous irons sur l'île de Pléno, où nous ferons un mouillage. Et un peu plus bas, nous irons sur Petermann, qui a été le lieu du deuxième hivernage de Charcot, avec cette fois-ci le pourquoi pas. Voilà pour Charcot. Donc, pendant qu'on débarque, le voilier est un peu à la dérive. Il restait 3 personnes à bord. Et donc, on a débarqué, monté au petit sommet. Et donc, on voit, je ne sais plus, la montagne Le Renard, qui est l'entrée du chenal Le Maire. Donc, c'est magique, là aussi, c'est extraordinaire. Alors. Donc, Charcot, voilà. Donc, je crois que c'est le Français qui est là. Donc, premier hivernage en 1905. Le Français, comme le pourquoi pas, a été construit à Saint-Malo, je rappelle. Tout à l'heure, on a vu le chenal Gerlache. Gerlache, c'est la première expédition belge, Adrien de Gerlache, qui réalisa le premier hivernage en Antarctique à bord du Belgica en 1899. La salpêtrière où viennent s'amonceler tous les mini-icebergs qui viennent s'accumuler parce que le vent les conduit dans cette baie. Alors, on y retrouve les colonies de manchots, que les Anglais appellent penguins d'ailleurs. Nous, c'est les manchots en Antarctique et les pingouins en Arctique. Alors, nous sommes arrivés à Port-le-Croix. Donc là, voilà, c'est un mouillage. Port-le-Croix, c'est une ancienne base britannique. Donc, il y a quelques baraquements. Et on va aller sur un baraquement qui est le premier baraquement britannique, qui est devenu en fait une post office où les gens viennent poster des lettres pour avoir le tampon de la poste antarctique. Donc là, vous voyez la cuisine, voilà, le type de cuisine, et puis à l'intérieur, vous avez le poêle avec, c'est dans les chambres avec des couchettes, avec de très jolies peintures de pin-up britanniques. C'est vrai que les hivers là-bas, c'est un peu, on doit se sentir un peu seul. Alors nous arrivons, c'est après la naissance des petits, donc les manchots ont donné naissance à leurs petits, et donc il y a des colonies avec tous les petits qui sont nés il y a quelques semaines. Voilà notre mouillage. Là, nous continuons plus au sud. Nous allons vers Vernadsky, donc plus au sud, qui est la base ukrainienne. Et donc là également, un mouillage, ancre à l'avant, 2 haussières à l'avant, sur les rochers latéraux. Donc là, les haussières sont prises légèrement avec un peu d'angle, et puis 2 haussières arrière. Donc là, on est monté un petit peu, donc on aperçoit la base ukrainienne de Vernadsky. Base ukrainienne, oui. Alors la base, la base, il y a quand même un lieu, voilà, il y a des lieux de travail, donc d'analyse scientifique, etc. Et puis il y a un carré où on se retrouve. Et donc on a été invité par les Ukrainiens et on a fraternisé autour de quelques verres de vodka. Et dans la base, il y a un tableau qui rappelle le Damien. Donc, Jérôme Janichon, qui sont venus donc, dans les années 60, je ne sais plus, 70, quelque chose comme ça. Voilà le mouillage. On aperçoit sur la droite la base. Donc, vous voyez, on a fait un petit virage. Il faut connaître un peu. On est parfaitement protégé de tous les secteurs. Vu du sommet où on est allé se balader, on aperçoit donc le canal Le Maire au fond.
Et un peu plus loin, sur un autre petit îlot, nous allons nous promener. On va sur Wordie House, qui est une des toutes premières bases britanniques, où on retrouve effectivement la cuisine, les banquettes. Et on tombe sur un livre de recettes des Britanniques. Vous avez droit à la casserole of seals, donc casserole de phoque, tourne-dos de pingouin portugaise, etc. Donc, il y a toute une série de recettes réconfortantes. Et le lendemain, on a prévu d'aller escalader le mont Scott, que l'on voit au centre de l'image, qui est à un peu moins de 900 mètres. Mais pendant la nuit, le vent a soufflé et donc a accumulé dans le détroit énormément de glace. Alors là, c'est assez magique de naviguer, donc on était au moteur, d'avancer doucement dans ces glaces. Et je peux vous dire que quand les glaçons, ça cogne sur le bateau, ça résonne quand même sacrement. Donc, on va se rapprocher du mont Scott en espérant l'escalader. Et en fin de compte, on renoncera pour deux raisons. À la fois parce que on a trouvé un petit point de débarquement, mais qui est assez difficile, où déjà la moitié de l'équipage des montagnards renonce en disant non, non, c'est trop scabreux. Et finalement, c'est notre skipper qui nous dit « Mais attendez, si la glace ça continue de s'accumuler, moi, je vais pouvoir vous débarquer, mais je ne pourrai pas vous récupérer ce soir. » Et on n'a pas du tout prévu de passer nos nuits à l'extérieur sur la montagne. Et donc, nous allons remonter le détroit de Penola jusqu'à Off-Guard Island, qui est au centre de la carte. Et là, nous allons trouver la possibilité de faire une très belle randonnée. Donc, vous voyez des glaçons magnifiques. Ben, voilà la population qui habite sur place, les baleines, les orques, les manchots et les lions de mer. Et nous allons vers l'île Off-Guard, où nous allons débarquer effectivement sur les rochers et pouvoir monter progressivement sur le sommet, qui est une super balade en randonnée classique. Il n'y a pratiquement pas de crevasses, donc on peut y aller en toute sécurité. Donc voilà, on débarque avec nos sacs à dos, on fait nos manips, bottes, chaussures, matériel, et on se prépare à partir. Et donc, on se fait une très, très belle randonnée dans une journée ensoleillée extraordinaire, avec une vue sur le chenal Le Maire qui est superbe. Là, on voit notre bateau, hein, là aussi, c'est toujours la magie de voir son bateau tout petit au fond, dans ce paysage. Et donc, c'est là où on prend la dimension, l'exacte dimension de lieu où l'on se trouve, qui n'est que la péninsule antarctique. Donc, plus bas, il y a plus de hauteur et plus de glace. Bon, chacun se couvre comme il peut, avec les goggles. Et nous montons plein nord jusqu'à donc pour aller se mettre à couple d'un baleinier qui a pris feu et qui s'est échoué. Et donc, on a un amarrage avec à peu près 3 mètres de fond, 4 mètres, ouais, 4 mètres. Et donc, on va se mettre à couple. Et à partir de là, on va pouvoir aussi refaire une belle balade sur les petits sommets environnants. Et donc, on voit voilà, le bateau vu d'en haut, au mouillage sur cette... Enfin, au mouillage, non, amarré sur cette épave. Le lendemain matin, surprise, il a neigé. Donc, on a une température assez douce qui varie entre moins 10 et 0, plus 5, voilà.
Ça a été très, très variable, mais globalement, on a eu une bonne partie de beau temps quand on était sur place. Et là, donc, on va se faire un autre sommet, 1100 mètres de dénivelé. Par contre, c'est le glacier le plus crevassé où on va se trouver. Donc, avec d'énormes crevasses. Et j'avoue que je n'étais pas non plus très rassuré. Donc, on a passé plusieurs ponts de neige, en fait, assez larges d'ailleurs. Quand vous voyez ce qu'il y a dessous, vous vous dites, ben, on est en autonomie, il n'y a personne qui viendra nous chercher si on tombe. Mais la vue reste magique, donc l'effort et la surmontée et le courage montrent finalement qu'on débouche sur quelque chose de merveilleux. Toujours avec notre bateau en bas, qui lui attend à la dérive, qu'on lui dise on a fini, on revient. Et là, ben, on vient de l'appeler en lui disant ben, reviens à notre point de débarquement. Et donc là, il reprend la route pour venir nous rejoindre là où on a débarqué. Et nous reprenons notre route. Donc en sens inverse, nous allons vers Paradise Bay, qui est une magnifique baie également, où nous passerons la nuit à la dérive parce qu'il y a 100 mètres de fond et donc il y aura un quart et on passera la nuit à dérive, mais il n'y a pas trop de vent. Et on refile sur la base, sur l'archipel Melchior, et là on rend visite aux Argentins à la base Melchior. On est toujours très bien reçus, hein, ils sont contents d'avoir de la visite, toujours très bien reçus avec un verre, un café. Bon, les Ukrainiens, c'était la vodka, mais c'est très sympathique. On fait notre dernière rando à ski. Donc, vous voyez le type de pente auquel on a affaire à 45 degrés. Et on va se faire une belle balade au-dessus du mouillage. Et puis, on repart. C'est au moment au mouillage à Shepherd Melchior qu'on attend le bon créneau, là aussi, pour repartir. On repart avec un vent d'abord ouest-nord-ouest et puis il passe sud-est. Par contre, c'est moins méchant qu'à l'aller. On a 30 nœuds, moins de mer, on a 4-5 mètres de creux et on va passer au large du Cap Horn. Alors, un point que j'ai oublié, lors de la traversée aller, on avait quand même 5-7 mètres de creux. On a eu deux accidents. Donc un guide de haute montagne et puis un des skippers GIC qui était présent à bord, qui sont partis à la renverse. L'un s'est cassé une côte et le guide s'est cassé 2 côtes et les apophyses. Donc il a été sous morphine pendant plusieurs jours. Bon. Donc voilà. Alors on traverse et on arrive à l'île Gable. Et là, c'est autre chose. On retrouve un déluge de couleurs après avoir vu que du blanc et du rocher. C'est un déluge de couleurs et c'est superbe. Lui, il cherche peut-être l'adresse. Même au tête, Bon, là, il y a quelqu'un qui n'a pas coupé son micro. C'est pas grave. Et donc, je termine sur cette slide où j'ai mis un peu les différents bateaux sur lesquels j'ai navigué, sachant que… Oui, Patrick, tu peux téléphoner. Il y a 2 bateaux magnifiques qui sont Vailleret et Southern Star, qui sont les 2 bateaux menés par les pros. Et puis Best Explorer, qui est un bateau d'un propriétaire privé. Voilà. Bernard, globalement, on montre toujours les photos où il fait beau. Tu as eu en Antarctique, tu as eu quoi, moitié-moitié ou 3/4 beau, mauvais temps? Je dirais 3/4 beau. Oui, effectivement, les photos, on les prend quand il fait beau. Et quand il y a du mauvais temps, je n'ai pas pris beaucoup de photos dans le passage du Drake parce que voilà, 7 mètres de creux, on pensait plus. Une fois pris son quart, il faisait froid. Globalement, de toute façon, j'ai pas eu trop froid. J'ai souffert du froid aux mains. J'avais pourtant des gants en polaire avec par-dessus des gants en caoutchouc de chantier. Mais bon, on a eu plutôt du mauvais temps dans le Drake et en Antarctique, on a eu 3/4 de beau temps, quoi.
Mais bon, vous avez vu aussi, il y a eu quelques épisodes neigeux ou couverts qui faisaient que, oui, on a eu quand même 35 nœuds dans le chenal Le Maire, on avait 35 nœuds de vent de face. Bon, mais on a eu aussi des très belles périodes de beau temps. Petite question, qu'est-ce que tu avais comme appareil de prise de vue? J'ai un Lumix avec des objectifs interchangeables. Je pourrais te donner plus de précision. J'ai plus le modèle exactement en tête, mais j'ai une très très bonne optique. Avec un téléobjectif, je pouvais faire du 20-140. Oui, je voulais savoir si la mer dans le Drake était longue ou courte, parce qu'il y a la hauteur des creux, mais il y a aussi la fréquence qui est déterminante pour le confort. Oui, alors plutôt longue. Plutôt longue, parce que alors le Drake, le Drake, effectivement, il y a 2000 à 3000 mètres de profondeur. Hein, et on a le plateau continental qui est au sud du Cap Horn, qui déborde à 1 ou 2000 du Cap Horn. Et puis, pareil pour le plateau antarctique, qui est à 1 ou 2000 au nord de l'Antarctique. Donc, eux sont à 80-100 mètres de profondeur. Et au milieu, c'est 2000 à 3000 mètres de fond. Donc là, on avait plutôt des vagues plutôt courtes. Après, on a eu aussi une mer croisée parce que le vent, vous avez vu que ce soit à l'aller ou au retour, le vent a shifté. Moi, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à une dominante de vent de ouest-nord-ouest, en disant le vent fait le tour de la Terre. Non, en fait, le système dépressionnaire qu'on a eu fait qu'on a eu un shift tant à l'aller qu'au retour de vent de ouest-nord-ouest et passé sud-est, est-sud-est. Avec des houles croisées. Avec des houles croisées, oui. Merci. Mais bon, au retour, on a fait quand même, on a fait un quart ouest-nord-ouest au près, et puis ensuite les 3 quarts, on les a fait vent de sud-est, on était portant, donc là c'était super agréable. Et puis bon, peut-être que c'était la fin de la croisière et qu'on venait de vivre l'essentiel et qu'on se disait, aïe, on rentre à la maison. Et donc, c'était plus facile à vivre. Tu es parti plutôt en fin de saison ou en début de saison là, pour l'Antarctique? C'était janvier-février, donc plutôt vers la fin de saison. Enfin, pas complètement la fin. On est parti mi-janvier à mi-février, quoi. La fin de saison, c'est fin mars. Oui, bonjour. Juste pour compléter un commentaire sur la traversée du Drake, notre guide avait allumé son GPS et il a donc pu mesurer le dénivelé que nous avons fait en positif et en négatif. Et si je vous dis que sur 600 km à 600 000 et pratiquement 15 jours de traversée, nous avons fait un dénivelé de 15 000 mètres. Voilà, juste pour l'anecdote, mais on grimpe des montagnes même sur la mer. Ah, ça, je ne savais pas, toi. Beau calcul, Gunther. C'est très du réel, parce que le GPS montrait 15 000 mètres. Ah, oui. Voilà, juste pour l'anecdote. Jeff, tu poses une question? Oui, d'abord, merci pour ton récit, c'était super. J'ai cru comprendre que tu aurais voulu faire le passage du nord-ouest et que tu n'as pas eu l'occasion de le faire. Nous, ça nous intéresserait de le faire un jour. Alors, peut-être que tu as des projets, je ne sais pas. Non, pour l'instant, je n'ai pas de projet. J'ai beaucoup fonctionné en fonction d'opportunités et alors, il se trouve que vis-à-vis du GIC, quand je suis allé au Spitzberg, j'ai proposé au GIC de réserver le bateau, le Southern Star, pour le GIC a préféré donc l'année suivante louer un bateau, y aller par ses propres moyens. Idem pour l'Alaska. Donc là, c'est moi qui ai fait les recherches sur place pour trouver un bateau à louer. Et donc, j'ai proposé le GIC à monter aussi une croisière. Donc, j'avais trouvé un voilier à Seward qui a permis de faire 2 croisières en Alaska. Bon, j'avais proposé à plusieurs personnes du GIC
de faire une croisière, d'organiser une croisière justement en Antarctique il y a quelques années et j'avais pas eu de répondant. Et là, je remercie beaucoup Gunther qui m'a proposé, donc à travers cette organisation avec un guide de haute montagne, de combiner le ski et la voile. Ah. Oui, je crois que Valérie et moi, on a fait la croisière d'Alaska que tu as organisée avec les 2 bateaux. D'accord. Enfin, merci beaucoup, Bernard. Et normalement, j'aurais dû faire il y a quelques années le passage du Nord-Est, puisque cet ami qui a fait le passage du Nord-Ouest, avec qui j'ai navigué jusqu'au Galapagos, a bouclé son tour il y a 2 ans. Mais à l'époque, bon, j'ai eu des soucis de santé et donc j'ai pas donné suite. Bien, il y a Gérard Jojon qui veut Oui. poser une question. Bonjour, est-ce qu'on m'entend? Oui, tout à fait. Bon, bonjour, je vous donne d'abord 30 secondes de présenter. Je suis un ancien du GIC. Hein, j'ai navigué avec des voiliers sur le GIC entre Samoa, Lagon Bleu, Gorbin, etc. Et effectivement, à l'époque, le GIC n'était pas rue Danton, il était rue d'Acodamine. Et à ce moment-là, dans cette année-là, nous avions aussi navigué dans le canal de Beagle. Donc, ce fut un très beau voyage. Hein. On a fait, bon, bien sûr, Puerto Williams, tout ça. Donc, et je voulais remercier Bernard Guyot, que je ne connais pas, mais que pourtant j'apprécierais sans doute de connaître, de sa très, très, très belle conférence. Merci Gérard. Alors, oui, quelles sont les formalités que vous avez dû subir, entre guillemets, pour naviguer au Chili, en Antarctique? Est-ce qu'il fallait faire un point tous les jours, dire où on est? Voilà, c'était un peu comment c'était organisé, quelles étaient les obligations? Non, il n'y avait pas d'obligation de reporting. Justement, alors nous, pour cette croisière en Antarctique, on ne s'est pas arrêté au Chili, on est parti d'Ushuaia direct. En longeant la rive nord argentine et on a mouillé donc et on est passé à l'extérieur donc côté est de toutes les îles pour ne pas être navigué dans les eaux argentines. On a juste eu un contrôle radio, nous demandons ce que nous faisions, où nous allions et simplement on a expliqué que voilà, on avait quitté Ushuaia et qu'on se dirigeait à tel endroit et la même chose pour le retour. Bon. Par contre, après, il y a les formalités. Il y a les formalités de départ à Ushuaia classiques auprès de la capitainerie. D'accord. Et sur la Patagonie en Chili, non? Pareil? Chili, quand j'ai en Patagonie, Chili, alors bon, ça varie parce que Chili, Patagonie, donc j'y étais il y a 10 ans. Il y a eu des tensions entre les Chiliens et les Argentins. Ils se regardent en chien de faïence d'une rive à l'autre. Quoi qu'il y ait des 2 côtés, j'ai trouvé des gens fort sympathiques. À Porto Villam, il y a une petite base de la marine chilienne. Il y a des jeunes officiers avec qui on a pris des verres au Micalvi, très sympa. Mais ils appliquent les règles qui sont édictées par leur gouvernement. C'est pour ça que dans certains canaux de Patagonie, il y a des canaux où on n'a pas le droit d'aller, alors que ce serait plus facile quand on programme une croisière pour faire un tour, etc. Il y a de temps en temps un contrôle, un appel par VHF, mais c'est tout, on n'a jamais eu d'autres contrôles. Est-ce que vous faisiez des quarts de mouillage systématiques? Parce que c'est quand même des endroits non. Où on a du mal à mouiller. C'était quoi la politique un petit peu sur tous les bateaux là? Que ce soit en Patagonie ou en Antarctique, bon, les mouillages, on avait des mouillages un certain nombre de mouillages on l'a vu, qui étaient très sûrs, très entourés, où on était en toile d'araignée, donc avec nos 4 haussières et notre mouillage à l'avant. Donc, il n'y a pas eu de quart de mouillage. Bon, d'abord, la météo était bonne, déjà. À Port-le-Croix, on a eu un bon coup de vent, force 6, mais on était au mouillage avec les 100 mètres de chaîne. On n'a pas fait de quart de mouillage à ma connaissance. Il y a peut-être une nuit où on a fait un quart, effectivement, où il y avait un coup de vent d'annoncer. Bon, ça dépendait des circonstances. Donc, ça dépend essentiellement des conditions météo. Donc, si on prenait des fichiers grippe très régulièrement et donc c'était fonction des conditions qui étaient annoncées.
Et on a eu globalement, on a eu 35 nœuds maximum en Antarctique, dans le chenal Le Maire. Et au mouillage, il y a un mouillage où il y a vraiment eu du vent, les autres, on était plutôt tranquilles. Oui, non, en fait, c'est juste pour répondre au niveau formalité, parce que nous, on y a été en 2019. Hein, et donc, en fait, tu as une vraie frontière entre l'Argentine et le Chili. Hein, et à partir du moment où tu navigues dans les eaux chiliennes, le tarif, c'est quand tu quittes un point, tu donnes ta destination et tu as assez facilement entre guillemets, des guetteurs, des militaires isolés sur les petites villes, à droite, à gauche. Et en fait, tu leur fais bonjour en passant. Hein, et comme ça, eux, ce qu'on a compris, c'est qu'en fait, ils surveillent les flux des bateaux pour pouvoir organiser les recherches, pour avoir une vision en permanence complète de l'ensemble des bateaux qui naviguent. Donc, dès que tu arrives dès que tu passes au large d'une île, tu fais coucou au mec qui est de permanence là-bas, qui doit quand même s'emmerder, parce que je crois qu'ils y sont pour 1 an avec femmes et enfants sur une île avec pratiquement rien et juste les réserves qui vont bien. Donc, tu fais juste un coucou à la VHF et c'est eux, ils apprécient beaucoup et puis toi, ça coûte rien. Et si tu as l'occasion de mouiller au large de leur île, de descendre, et si tu leur files un kilo de carottes, 3 tomates et 2 patates, ils seraient prêts à t'embrasser, quoi. Voilà, c'est un peu l'esprit. D'accord, ok, c'est un peu ce que j'avais. Ok, donc c'est confirmé qu'il faut quand même bien régulièrement informer de nos. Voilà, oui, mais autant à Puerto Williams, quand tu te lances dans les formalités, c'est un peu longuet, machin, tout ça. Et l'armada chilienne n'est pas forcément mal aimable, mais ça reste quand même un bon douanier chilien, machin, militaire de l'armada. Donc, éviter les mauvaises blagues, mais complètement réglo. Et une fois ce truc passé, c'est vraiment tout facile, quoi. Voilà. Ok, merci. Et de me dire une compétence finalement. Tu es un navigateur polaire, on pourrait dire, ou avec une expérience polaire en plus de tes expériences océaniques. Et ça, nous l'avons vécu là dans l'heure qu'on vient de passer ensemble. Voilà, donc encore merci Bernard, merci à tous et à bientôt.